Ils sont restés fermés pendant des siècles. Et ce qu'on y a trouvé dérange encore le monde. Certaines découvertes n'auraient jamais dû être faites. Pas parce qu'elles étaient maudites, pas parce qu'elles cachaient forcément quelque chose de surnaturel, mais parce qu'en les rouvrant, en les exposant, en les mettant à nu devant le regard humain, nous avons parfois réveillé des questions que l'histoire elle-même n'arrive plus à contenir. Depuis toujours, l'homme ouvre ce qui a été fermé. Il déterre, il casse les pierres, il descend sous terre, il traverse des couloirs oubliés, pousse des portes murées, retire la poussière du temps, avec l'espoir d'enfin comprendre. Mais certaines choses n'ont pas attendu des siècles dans le silence pour rien. Il existe des lieux antiques, si anciens, si fragiles ou si mystérieux, que leur réouverture a bouleversé tout ce que l'on croyait savoir. Des sanctuaires enfouis, des tombes impériales encore scellées, des grottes peintes par des mains humaines si lointaines qu'on a presque du mal à croire qu'elles ont vraiment existé. Le plus troublant, ce n'est pas seulement ce qu'on y a trouvé. Le plus troublant, c'est ce que ces lieux nous disent sur nous-mêmes, sur notre besoin de fouiller, de savoir, de posséder le passé. Même quand le passé semble nous prévenir de rester dehors. Voici 3 lieux antiques qu'on n'aurait peut-être jamais dû rouvrir. 3 endroits bien réels. 3 découvertes. 3 avertissements. Et à la fin, tu verras qu'il ne s'agit pas juste de ruines, mais de quelque chose de beaucoup plus dérangeant, la preuve que certaines portes, une fois rouvertes, ne se referment jamais complètement. En Turquie, sur une colline discrète, se trouve un site qui a choqué l'archéologie moderne. Son nom est Göbekli Tepe. À première vue, ce ne sont que des pierres, des piliers, des enclos circulaires, des blocs gravés d'animaux. Mais derrière cette apparente simplicité se cache l'un des plus grands bouleversements de notre vision du passé. Göbekli Tepe date du néolithique pré-céramique et remonte à environ 9600 avant notre ère. Des rapports de l'UNESCO le décrivent comme l'un des plus anciens ensembles mégalithiques connus, avec de grands piliers en forme de T décorés de reliefs animaliers. Pendant longtemps, on a cru que les grandes constructions monumentales n'étaient pas impossibles qu'après l'apparition de l'agriculture, des villes, de l'organisation sociale avancée. En clair, d'abord les hommes se fixent, cultivent, se structurent, puis plus tard, ils bâtissent de grands lieux symboliques. Göbekli Tepe a renversé cette logique. Là-bas, des groupes humains qui vivaient encore avant les premières grandes sociétés agricoles ont réussi à extraire, déplacer et dresser d'immenses piliers de pierre. Les analyses du site ont poussé de nombreux chercheurs à revoir l'idée selon laquelle seuls des groupes déjà sédentaires pouvaient construire de tels monuments. Et ce n'est pas tout. Les piliers représentent souvent des animaux, serpents, renards, oiseaux, sangliers. Certains semblent symboliques, d'autres presque rituels. Le lieu donne l'impression d'avoir été conçu non pour habiter, mais pour se rassembler, observer, célébrer ou craindre quelque chose. Et c'est là que le site devient vraiment dérangeant. Car Göbekli Tepe n'a pas seulement été construit, il a aussi été enterré, délibérément. Une partie des structures a été volontairement remblayée à une époque ancienne, un fait souvent souligné dans les présentations du site. Les raisons exactes de cet enfouissement restent discutées. Imagine la scène, des hommes venus d'un monde sans métal, sans roues, sans écriture telle que nous la connaissons, érigent un immense sanctuaire de pierre, puis, au lieu de l'abandonner simplement, ils le recouvrent, comme si ce lieu devait être refermé, comme si ce qu'il représentait n'était pas destiné à rester visible pour toujours. Quand les archéologues modernes commencent à mettre au jour le site, ils ne découvrent pas juste des pierres anciennes, ils découvrent un problème pour notre récit du commencement.
Parce que Göbekli Tepe semble dire que l'idée du sacré, du rituel, du symbole collectif est peut-être venue avant bien d'autres choses, peut-être même avant ce que nous appelons civilisation. Et cette idée dérange. Elle dérange parce qu'elle inverse l'ordre habituel. Elle suggère que l'homme n'a pas attendu d'être pleinement installé pour regarder vers le ciel, pour sculpter ses peurs, pour transformer la pierre en message. À mesure que les fouilles avancent, de nouvelles structures apparaissent. Et chaque découverte a le même effet. Elle apporte des détails, mais elle n'offre pas de réponse définitive. Qui a exactement conçu le site? Pourquoi ces animaux? Pourquoi ces piliers en forme de T? Pourquoi l'avoir enterré? Et surtout, que se passait-il vraiment là-haut, sur cette colline, il y a plus de 11 000 ans? C'est pour ça que Göbekli Tepe donne cette sensation étrange. Ce n'est pas seulement un lieu antique, c'est un lieu qui semble avoir été retiré du monde, puis rendu au monde beaucoup trop tard. Le rouvrir, c'était forcément ouvrir autre chose. Une faille dans notre manière de raconter l'origine humaine. Avant Göbekli Tepe, le passé lointain semblait plus simple. Après Göbekli Tepe, il devient plus sombre, plus complexe, presque plus conscient. Et au fond, c'est peut-être ça qui fait peur. Pas les pierres, pas les gravures, mais l'idée que les premiers hommes savaient déjà faire quelque chose de profondément humain, cacher un lieu, pour qu'un jour, quelqu'un le retrouve. Et pourtant, Göbekli Tepe n'était pas une tombe, ce n'était pas un mausolée impérial. Ce n'était pas un royaume enterré avec ses richesses et ses pièges. Pour trouver ça, il faut partir beaucoup plus à l'est, vers un homme qui voulait gouverner au-delà de sa propre mort. En Chine, près de Xi'an, repose l'un des complexes funéraires les plus célèbres de l'histoire, le mausolée de Qin Shi Huang, premier empereur ayant unifié la Chine. Le site a commencé à être construit en 246 avant notre ère et s'étend sur une vaste zone. Si son nom est connu, c'est souvent à cause de l'armée de terre cuite. Des milliers de soldats, de chevaux et de chars créés pour accompagner l'empereur dans l'au-delà. Le monde entier a vu ces statues. Mais le cœur du mystère n'est pas là. Le cœur du mystère, c'est la chambre funéraire principale, parce qu'elle, justement, n'a pas été entièrement ouverte. Le complexe funéraire est célèbre pour l'armée de terre cuite découverte en 1974. Mais la tombe centrale sous le tumulus principal reste largement inexplorée. Et c'est ce détail qui transforme ce lieu en obsession. On a retrouvé les soldats, des fosses, des structures périphériques, des indices immenses. Mais la tombe elle-même reste, en grande partie, protégée par le silence. Pourquoi? D'abord, parce qu'ouvrir un lieu pareil, ce n'est pas juste casser un mur. C'est risquer de détruire ce qui a survécu plus de 2000 ans. Pigments, matériaux organiques, objets fragiles. Le simple fait d'exposer certaines choses à l'air pourrait les endommager en quelques heures. Ensuite, il y a les récits anciens. Les chroniques attribuées à Sima Qian évoquent une chambre souterraine avec une représentation du monde et des rivières de mercure. Même si ces textes doivent être lus avec prudence, des études ont relevé des concentrations anormalement élevées de mercure dans la zone du tumulus, ce qui alimente encore les débats. Et là, d'un coup, le tombeau devient plus qu'un site archéologique. Il devient une menace potentielle, ou du moins, un risque réel. Imagine la logique de cet empereur. Unifier un empire, imposer son ordre, préparer sa mort comme un dernier acte de contrôle absolu. Construire un monde souterrain, gardé par une armée silencieuse, avec au centre une chambre que les siècles n'ont pas encore pleinement livrée. Ce n'est plus juste une sépulture, c'est une forteresse pour l'éternité. Et le plus fascinant, c'est que le monde moderne hésite encore devant elle. Nous avons les machines, la technologie, les scanners, les outils. Et pourtant, nous n'ouvrons pas tout. Comme si, pour une fois, la science elle-même acceptait qu'il existe un seuil à ne pas franchir trop vite. Tu vois pourquoi ce lieu colle parfaitement à ton thème. Parce que ce n'est pas seulement un endroit ancien qu'on a rouvert. C'est un endroit qu'on a commencé à rouvrir, puis où l'humanité s'est arrêtée. Comme si, arrivée devant le cœur du secret, elle avait compris que tout savoir immédiatement pouvait coûter plus cher que l'ignorance. Et ça crée une tension presque unique dans l'histoire. D'un côté, la curiosité humaine. De l'autre, la peur de détruire, de contaminer, ou de perdre ce qu'on voulait justement révéler. La tombe de Qin Shi Huang est donc un paradoxe parfait.
Elle est mondialement célèbre, mais son centre est encore absent de notre regard. Nous savons qu'elle est là. Nous savons qu'elle cache probablement encore beaucoup. Nous savons qu'elle continue d'exciter les chercheurs, les historiens, les passionnés. Et pourtant, nous la laissons en partie fermée. Ce choix est presque philosophique, parce qu'il pose une question très simple. Faut-il forcément ouvrir un lieu ancien sous prétexte qu'on en a les moyens? Ou existe-t-il des portes qu'on respecte précisément parce qu'on comprend enfin leur fragilité? Au fond, la tombe du premier empereur de Chine n'effraie pas par une malédiction. Elle effraie par quelque chose de plus réel. La possibilité qu'en voulant voir trop vite, l'homme abîme irréversiblement ce qu'il cherchait à sauver. Et c'est peut-être ça, la vraie leçon de ce lieu. Certains tombeaux ne restent pas fermés parce que le passé est plus faible que nous. Ils restent fermés parce que le passé peut encore perdre face à notre impatience. Jusqu'ici, on a vu un sanctuaire enterré par les anciens eux-mêmes, puis une tombe impériale que le monde moderne n'ose toujours pas forcer complètement. Mais le troisième lieu est peut-être encore plus troublant, parce que cette fois, le danger n'était pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Le danger, c'était nous. D'ailleurs, si tu aimes ce genre de format sombre, réaliste et mystérieux, abonne-toi maintenant. Parce que la dernière histoire prouve une chose terrifiante. Parfois, simplement regarder un lieu ancien suffit déjà à le détruire. En 1940, en France, 4 adolescents découvrent par hasard une grotte devenue l'un des plus grands trésors de l'art préhistorique, Lascaux. Les peintures qui s'y trouvent ont profondément marqué l'étude de la préhistoire, et le site original a été fermé au public en 1963 pour le protéger. Sur les parois, taureaux, chevaux, cerfs, signes, formes, couleurs. Des images vieilles de plusieurs millénaires. Des œuvres si anciennes qu'elles semblent venir d'un monde où l'humanité était encore presque méconnaissable, et pourtant déjà capable de beauté, de maîtrise, et peut-être de vision symbolique. Quand Lascaux est révélé au monde, c'est un choc. Très vite, la grotte attire les regards, les chercheurs, les visiteurs, la fascination collective. Et c'est là que tout bascule. Parce que Lascaux n'était pas faite pour accueillir des foules modernes. Ceux qui avaient survécu pendant des milliers d'années dans l'obscurité, le silence, une température stable et un équilibre fragile, se retrouvent soudain exposés au souffle humain, à l'humidité, au dioxyde de carbone, aux variations du milieu. L'ouverture au public a fini par dégrader l'équilibre de la grotte, ce qui a conduit à la fermeture de l'original en 1963. Aujourd'hui, des répliques permettent au public de découvrir l'œuvre sans mettre davantage en danger le site. Et franchement, s'il y a un lieu qui incarne parfaitement ton thème, c'est celui-là. Parce qu'ici, rouvrir ne signifie pas seulement découvrir un secret. Cela signifie aussi abîmer ce secret par notre simple présence. Pas besoin de profanation, pas besoin de violence, pas besoin même de toucher. Le regard humain, multiplié par des milliers de corps, a suffi. Il y a quelque chose de brutal dans cette histoire. On découvre un chef-d'œuvre caché depuis des millénaires. On veut le partager, le montrer, le faire entrer dans la mémoire du monde. Et ce faisant, on commence à le détruire. Comme si le lieu refusait d'être pleinement ramené à la lumière. Lascaux donne une leçon très dure. Certains trésors n'ont survécu que parce qu'ils étaient restés séparés de nous. C'est un renversement total de notre logique moderne. Nous pensons souvent qu'en révélant, en exposant, en rendant visible, nous sauvons. Mais parfois non. Parfois révéler, c'est fragiliser. Parfois ouvrir, c'est condamner. Et ce qui rend Lascaux si bouleversante, ce n'est pas seulement son âge, c'est sa proximité humaine. Ses peintures ne sont pas abstraites, elles portent encore quelque chose de vivant. Le mouvement, l'intention, la main, presque la respiration de ceux qui les ont tracés. Tu regardes ces animaux peints et tu sens immédiatement qu'ils ne sont pas là par hasard, qu'ils signifiaient quelque chose. Rituel, chasse, mythe, mémoire. Les interprétations existent, mais aucune n'efface totalement le mystère. Et pendant un court moment dans l'histoire moderne, l'humanité a pu entrer physiquement dans cet espace d'un autre temps. Puis elle a compris qu'elle ne pouvait pas y rester. C'est puissant, parce que Lascaux n'est pas un lieu refermé à cause d'une légende. Elle a été refermée parce que la conservation l'exigeait. Parce que la réalité scientifique a imposé une limite. Et cette limite dit quelque chose d'important.
nous ne sommes pas toujours capables de posséder ce que nous admirons. Alors oui, aujourd'hui, il existe des reproductions, des reconstitutions, des expériences immersives. Et c'est très bien, parce qu'au fond, la fermeture de la grotte originale est aussi une forme de respect. Mais le symbole reste immense. Lascaux est un lieu ancien qu'on a rouvert, avant de découvrir que le simple fait de l'avoir rendu accessible l'avait mis en danger. Le passé n'y était pas hostile, il était fragile. Et parfois, la fragilité est plus troublante que n'importe quelle malédiction. 3 lieux, 3 époques, 3 avertissements différents. À Göbekli Tepe.